Moi, je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est un plaisir d'avoir été invité ici et de vous voir si nombreux. La présentation de ce soir sera axée sur mon travail dans le domaine du design éditorial. Plus particulièrement, j'ai décidé d'axer mon travail, la présentation de ce soir, sur mon travail dans le design éditorial et surtout sur un aspect récurrent qui revient tout le temps dans mes projets de design éditoriaux et dans mon approche au format du livre. Je porte un intérêt particulier à l'adaptation, c'est-à-dire au fait de transférer un sujet propre à un certain média dans le média du livre. Ceci est très présent surtout dans les livres d'artistes, dont je vous parlerai aussi plus particulièrement de ce soir. Cette approche-là, qui est surtout présente dans le livre d'artistes, aborde toute la thématique, si on veut, de la reproduction d'une œuvre, c'est-à-dire du déplacement, du fait d'avoir une pièce unique dans un lieu d'exposition, dans le format du livre qui implique toutes les questions de la reproduction, puis de la sérialisation, et en fait, si on veut, de l'impossibilité d'être fidèle à l'original. Pour ce fait, j'ai choisi certaines publications qui, quelque part, illustrent au mieux le principe dont je vous ai fait par avant et qui illustrent, si on veut bien, les aspects de cette démarche. D'abord, je commencerai avec 3 monographies d'artistes, en haut à gauche, puis les catalogues des plus beaux livres suisses, dont j'ai été mandatée de faire ça sur 3 ans. Et enfin, je terminerai par 2 projets personnels, ou plutôt, je ne sais pas comment on peut décrire au mieux ce genre de projet, des projets non mandatés, c'est-à-dire qui ont été initiés par moi-même. Je commencerai par ce catalogue qui est un petit catalogue d'exposition qui est paru en 2004 pour l'artiste Setare Shahbazi, qui a été conçu dans le cadre d'une bourse qui lui avait été décernée à la fin de ses études à Karlsruhe en 2003. Le prix qu'elle avait alors obtenu à la fin de ses études lui avait permis un séjour d'1 année à Beyrouth, suivi d'une exposition en solo qu'elle a eue à Karlsruhe. Pour ce catalogue, je m'étais rendue à Beyrouth durant environ 1 mois, afin de concevoir avec l'artiste le catalogue et de le réaliser, de l'imprimer sur place, donc à Beyrouth. Je vais commencer presque toutes mes présentations de ces livres par une petite, si on veut, introduction quant au cadre de l'exposition, des œuvres de l'artiste présentées, etc. Comme ça permet un peu mieux d'écrire, si on veut, cette démarche dans laquelle je parle, de changer, si on veut, du média de l'exposition au média de la publication. L'univers qui avait été créé par l'artiste durant ce travail formait en fait une sorte d'assemblage, un ensemble, si on veut, de motifs iconographiques qu'elle avait recréés à partir de photographies plus anciennes qu'elle avait fait auparavant et récentes qui avaient été élaborées durant son séjour au Liban. La caractéristique en fait d'exposition, c'est que toutes ces œuvres qu'elle avait présentées, elles étaient issues de dessins qu'elle avait réalisés à l'ordinateur, c'est-à-dire c'était des fichiers digitaux à l'origine. Les images digitales étaient en grande partie accrochées au mur sous forme de ces prints. Puis, elle en avait également fait des objets plus sculpturaux qui étaient sous forme de cut-out. Le fait, dans ce catalogue qui avait été quelque part décisif, c'est que tout son travail
l'origine de son travail, si on veut, son original, était une collection de fichiers digitaux. Et ça a été décisif pour la conception du catalogue. L'idée conductrice, si on veut, a été de transposer ces fichiers digitaux afin d'être adaptés aux médias du livre. L'inspiration qu'on a eue en plus de ça, c'était d'offrir comme cadre éditorial à ces différents motifs l'assemblage d'illustrations qu'offre la bande dessinée. Et pour les images mêmes, le principe en fait du coloriage des bandes dessinées a été décisif, si on veut, pour le travail de ces images. Une caractéristique, si on veut, du coloriage des BD, c'est que surtout, j'ai un peu moins suivi maintenant, actuellement, comment se font les reproductions des BD, mais à l'époque, la chose intéressante, c'était que c'était souvent ou principalement des images qui étaient vouées à être reproduites et qui en fait n'avaient pas vraiment de statut de pièce originale, c'est-à-dire qu'elles étaient toujours vouées à être imprimées dans le livre, c'est-à-dire qu'elles avaient un procédé particulier, comment les images étaient coloriées. Dans le cas des images de l'artiste, ces fichiers à l'origine, elles ont été conçues en RVB parce que je pense que quand elle les a conçues, elle n'a pas vraiment... son idée était de faire une expo, était de faire des œuvres et moins de faire un livre. Donc elle a conçu ces images en RVB pour les reproduire ensuite en C-print, etc. L'idée principale en fait du catalogue a été de recolorier toutes ces images dans un principe, si on veut, de l'adapter à l'impression offset, c'est-à-dire de réadapter son coloris RVB à un coloris en 4 couleurs. Donc on voit dans le haut, c'est les images, ces images originales, si on veut. Si on transpose ces images en RVB en 4 couleurs, on voit les 4 couleurs, comment elles se retranscrivent, si on veut, en CMJN. Et la façon dont il les a coloriés en dessous, c'est le principe en CMJN. C'est-à-dire qu'on s'est adapté à une certaine palette de couleurs avec des couleurs en pleine teinte, du cyan en 100%, du magenta en 100%, du jaune en 100% et du noir en 100%, plus après des coloris en 50% on a joué sur les mélanges et on s'est fait une palette, si on veut, réduite de couleurs pour simplifier le coloriage de ces images. Là, on voit un détail d'une image à gauche dans son coloris original en RVB, la manière dont on l'a recolorié en 4 couleurs au centre, puis le résultat que ça donne à l'impression à droite, avec une trame assez... on a utilisé une trame assez grossière pour prononcer un peu ce côté-là. On a ainsi édité, si on veut, dans ce cadre, un peu dans toute cette idée de la bande dessinée, de vraiment focuser sur ces images d'origine, et on a fait volontairement abstraction des cut-out, etc., parce que c'est aussi une caractéristique en fait des livres que je vais vous présenter, c'est qu'ils se considèrent beaucoup plus comme même si c'est des catalogues d'exposition, comme un objet, si on veut, à part entière, presque qui accompagne l'œuvre de l'artiste présentée dans l'expo, plus que ça devrait être un portfolio ou, si on veut, un documentaire des travaux exposés. Ce cahier consistait en 48 pages, piquées dans le pli. C'était également un projet issu qui a dû se faire de manière très économique, si on veut, avec un budget très réduit, des moyens et des temps très réduits. Le texte d'introduction au travail, il y avait un texte d'un auteur qu'elle avait mandaté, qu'elle connaissait de ses études encore à Karlsruhe, qui parlait plus, si on veut, sur le sens de son travail, sur les thèmes qu'invoquait cette idée d'iconographie, de motifs qui se répétaient dans son travail et qu'elle adaptait à différents médias et formes. Les textes étaient imprimés en 2 langues, en anglais puis en allemand. Et
Après, le cahier représentait de manière, si on veut, assez simple, dans un miroir assez régulier, les images qu'elle avait présentées là. Il y avait aussi des images autres qu'elle n'avait pas présentées dans l'expo. Et ce qu'on peut voir, par exemple, là, l'adaptation que le recoloriage, si on veut, des images a donné, c'est qu'il y a une répétition dans les coloris. C'est-à-dire que les ciels, par exemple, là, c'est la même teinte qui se répète de bleu qu'elle n'a pas dans ses originaux. Ce qui a aussi une particularité aussi de son travail, qui était peut-être aussi liée à tout le concept, c'est-à-dire que ces images sont une forme de collage, c'est-à-dire que ces symboles ou ces motifs, c'est des motifs aussi qui ont pas l'idée de pièces uniques, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans différentes images qui se répètent, qui reviennent. Comme là, par exemple, l'arbre à droite de l'image réapparaît, par exemple, ici sur la page de gauche, dans une autre constellation. Une anecdote peut-être propre à ce livre, c'était que par toute ma naïveté en allant à Beyrouth, je m'étais bien sûr pas renseignée. J'avais entendu parler qu'il y avait beaucoup d'imprimeurs, mais j'avais pas. On m'avait ramené de là certaines anciennes publications. Je me suis dit ce sera chouette, on pourra utiliser d'autres papiers qu'on a en Suisse, des papiers un peu. J'avais de très belles publications, très simplement faites, et j'avais complètement sous-estimé le fait que c'est absolument ils sont totalement à la pointe en fait de tout ce qui est le côté technique de la reproduction et de la pression. À Beyrouth même, il y a, je crois, la plus grande densité d'imprimeurs. Et là, ce qu'on voit pas tellement bien sur les reproductions que j'ai faites pour la présentation, mais c'est la caractéristique du papier, ce qu'on voulait, un de ces vieux papiers. Parce que tout le coloris de la BD était aussi un peu lié avec les anciens. Ce qui est très visible, c'est dans les anciens Michael et Donald Duck. Ce côté très simple d'avoir juste deux couleurs et jouer avec le mélange des deux teintes, du bleu et du rouge, par exemple, qui donne le violet, etc. C'est toujours sur des papiers très poreux, très ouverts. Et ça a été tout un problème d'imprimer ce travail sur un papier tel quel, parce qu'ils disaient mais c'est pas possible, on peut pas imprimer des œuvres d'art sur un papier comme ça. Enfin, moi je venais avec toute ma naïveté dans ce pays en pensant oui, ils ont les vieux papiers, tout est présent, alors qu'ils étaient à la pointe de la technologie par rapport à ça, et qu'ils trouvaient que c'était un peu rétro de vouloir utiliser ça. Enfin, c'était assez particulier aussi de faire un projet de livre où toutes les décisions fondamentales et tout le procédé jusqu'à la parution, si on veut, du livre, c'est fait dans un pays où je travaille pas d'habitude. Et c'était un travail très proche avec l'artiste aussi, qui était très enrichissant, ou quelque chose aussi de différent, de se dire on a 4 semaines, de là le travail se fait et se termine jusqu'au moment du retour. Je continue par un autre catalogue d'exposition, c'est de la photographe Shirana Sharbazi, qui est, comme par hasard, la sœur de Setere, qu'on a vu avant, qui par contre est peut-être un peu plus établie dans le monde de l'art, que vous connaissez peut-être. C'est une photographe, et qui avait en 2005 une exposition au Centre d'art contemporain de Genève. L'artiste avait déjà en 2005 fait diverses publications avec son travail photographique. Et depuis, elle a continué à porter un intérêt à publier ses images dans différents formats de publication. Et depuis là, sûrement 4 ou 5 autres livres ont paru avec son travail. Elle a fait des travaux plus personnels dans un projet Shahrzad avec des amis à elle, mais dans le cadre de ces catalogues, si on veut, d'exposition parus jusque-là,
La manière de montrer son travail reprenait quelque part de manière assez fidèle la façon ou la manière dont Chirana présente son travail en exposition, l'expose, combine et associe ces différents sujets qui apparaissent dans son travail photographique. Là, je reprends aussi une image d'une vue d'expo de l'exposition qui avait eu lieu au Centre d'art contemporain de Genève en 2005. Une des particularités de cette expo en 2005, c'est qu'en fait, elle était généreuse, c'est-à-dire qu'elle présentait plusieurs travaux, plusieurs projets que l'artiste avait créés depuis le début de sa carrière, qui avait débuté environ en 2000. À l'époque, son travail consistait de photos faites en Iran, qui avaient été publiées, qui ont valu le Citibank Photography Prize de Londres en 2002, et ce qui a été un peu quelque part le départ de sa carrière. Depuis, elle avait alors fait beaucoup de voyages aux USA, en Chine, en Est, en Pologne, en Afrique, durant lesquels elle avait toujours fait différents travaux photographiques. L'expo de Genève était quelque part alors le premier lieu qui rassemblait, si on veut, ces différents projets de différents temps, de différents lieux, et qui les regroupait dans une rétrospective. C'est un peu un grand nom, mais c'était à cette époque-là certainement une caractéristique de l'exposition, c'est qu'elle reprenait, si on veut, différents projets. Une particularité, je pense aussi à soulever, ou qui était aussi assez décisive pour l'approche au catalogue, c'est que, mis à part son intérêt pour le côté du livre, elle manie également la notion, si on veut, de reproductibilité de l'image photographique, en adaptant ces images à différents médias. Elle va passer de l'affiche imprimée en sérigraphie par des peintures qu'elle va faire par elle a fait pas mal d'expositions aussi où des murs entiers sont en fait des reproductions de ces photographies par des peintres qu'elle emploie qui viennent d'Iran, qui en fait sont spécialisés dans ce côté de la peinture qui est utilisée pour la publicité, pour la propagande, etc. Et elle a fait de ces photographies aussi, par exemple, des tapis persans qu'elle a fait nouer par des artisans en Iran sur la base de ces photographies. Ce catalogue qui a alors été publié à l'issue de l'exposition nous a fourni quelque part une possibilité de présenter son travail un peu d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on a accès, si on veut, le côté d'une lecture possible de son travail, plutôt que d'en faire un portfolio ou un documentaire à son exposition. Et de soulever quelque part la parallèle qui était présente entre les différents projets qu'elle a fait dans les différents pays, c'est que il y avait toujours des motifs qui revenaient et qui se répétaient de contrée en contrée, et qui a donné l'idée en fait de porter un accent sur cet aspect-là de son travail. C'est de ces motifs en fait qui nous sont connus de l'histoire de l'art occidental et qui reviennent et qui parcourent son travail. On a alors décidé de montrer son travail et de présenter ses photographies en les classifiant sous ces thèmes. Le travail du concept éditorial, c'est-à-dire que, mis à part l'idée, tout travail était lié à un travail aussi sur la notion des textes, et ce travail éditorial s'est fait en collaboration avec Tan Velchli, avec qui je travaille à l'époque déjà sur un projet personnel Wayart, sur lequel je vais revenir après. Et qui nous a permis, dans ce cadre-là, à côté d'un travail plus, personnel, c'est d'être mandaté, si on veut, en tant que duo, c'est-à-dire une personne qui vient plutôt du côté des textes et moi qui viens du côté du graphisme,
pour travailler à toute l'élaboration, si on veut, du concept du livre. Alors, on a classifié ces images au sujet classique d'histoire de l'art, qu'on connaît, la nature morte, le portrait, le paysage. Alors que l'esthétique, en fait, si on veut aussi, ce qu'on verra dans les images après, le réduction rappelle souvent des images propagande qu'on connaît de dictatures qui sont d'ailleurs non occidentales. Puis à l'intérieur de ces trois thématiques principales, ces photographies ont été regroupées par figures. Par exemple, l'oiseau, les fleurs, la mère et l'enfant, le jardin, etc. Donc ça, c'est ces sujets qui reviennent toujours dans son travail. Une particularité a également été d'être que chacun des auteurs qui a été mandaté pour écrire un essai, en fait, sur ces thématiques, on a choisi des auteurs qui sont en fait pas tellement caractérisés par le fait qu'ils sont souvent mandatés dans des cadres de livres d'artistes ou qui sont pas forcément des historiens de l'art, parce qu'on avait aussi le désir en fait si on veut, d'aborder aussi tout le côté du catalogue d'artistes qui a des textes qui souvent sont dans une charte assez, si on veut, le commissaire d'exposition ou encore une personne assez renommée dans ce domaine-là qui va écrire un texte là-dessus. On avait en fait vraiment envie d'aborder le sujet de sa photographie par des textes qui abordent ces thèmes plutôt que son travail. C'est-à-dire qu'on a montré aux auteurs les œuvres de l'artiste, on a parlé du concept général du livre, mais on leur a explicitement demandé d'écrire sur la thématique et non sur le travail de l'artiste. Le tout, après, le format du livre, son design graphique, si on veut, était un peu basé sur l'idée des ouvrages qu'on connaît peut-être un peu de notre jeunesse. Il y a beaucoup d'ouvrages jeunesse qui sont comme ça, qui décrivent un peu le monde, les différentes ethnies, la géographie, l'histoire, et qui sont souvent des ouvrages illustrés où on a des images et des textes qui, si on veut, nous donnent une approche à ces sujets. Et toute l'idée était en fait après d'utiliser ces photographies pour quelque part illustrer sans être redondant, étant donné que les textes ne parlaient pas vraiment du travail photographique de l'artiste, mais ces images viennent de par les pages, si on veut illustrer quelque part ces thématiques des auteurs qui sont décrites au sein du livre. La grille, le miroir était utilisé de manière simple et régulière, c'est-à-dire qu'on avait un miroir fixe. Les textes, la manière d'entrer en thématique, toujours avec ces pages noires de gauche et ces titres. Et les images venaient de par là, si on veut bouleverser quelque part un peu cette grille rigide des doubles pages. On a volontairement aussi utilisé le côté du noir-blanc et des couleurs, c'est-à-dire qu'il y avait des cahiers qui étaient imprimés en noir-blanc, des cahiers en couleur. La notion du portrait, par des textes sur l'ethnicité, comment on dit, aesthetic surgery, la chirurgie des visages. Et je parcours un peu plus rapidement. Les
sujets de mère et enfant qui sont aussi des sujets qui reviennent toujours dans ses photographies, mais évidemment que elle, dans ses expositions, elle va jamais montrer ces images de cette manière-là. Donc, ça soulève un peu, si on veut, un autre côté de son travail qui est perceptible dans ses expositions, mais qui est peut-être pas montré, comment dire, de cette manière-là. Les paysages, les jardins, les villes. Le 4e volet du livre était en fait après consacré à l'artiste, si tu veux, à l'artiste et à sa façon d'exposer. Mais volontairement, ce 4e volet était uniquement en texte. Il y avait une interview avec l'artiste sur son travail, sur la manière d'aborder ses sujets, la manière d'aborder son travail photographique en général, plus un texte de la commissaire d'exposition de Genève qui parlait spécifiquement de l'accrochage, de ses techniques et de la manière dont elle exposait son travail. Donc ça, c'était après volontairement comme un volet en plus pour, si on veut, accompagner le travail avant, qui était, si on veut, vraiment cette lecture presque extérieure à son travail, puis après la manière plutôt consacrée à l'artiste même, à sa façon de voir les choses, à sa façon d'exposer, qui a été traitée par des textes en fin d'ouvrage. On en arrive au 3e livre d'artiste. Également un artiste de parents iraniens, un artiste qui est né en Suisse, qui a vécu longtemps à Genève et qui vit maintenant et travaille à Berlin. Ce catalogue pour Shahriar Nashat a été publié en 2010. D'une part, un des éditeurs était la Kunstverein de Nuremberg, dans laquelle il avait qui a d'ailleurs été, comment dire, le mandataire principal, sauf que c'est l'artiste qui m'a en fait directement mandaté, mais où il a une grande exposition solo dans cette Kunstverein. Et de l'autre, une année auparavant, il avait eu une exposition solo à la Kunsthalle de Saint-Gall, qui était en 2009, une expo solo aussi. Je réintroduis ce projet par une vue d'expo. Celle-ci, cette image étant de Saint-Gall. Une singularité peut-être par rapport aux 2 autres livres dont j'ai parlé avant de cet artiste, c'est que les œuvres de Shahriar touchent à différents médias. Il a des projets qui passent par la sculpture, il fait beaucoup de projets vidéo. Et il a aussi de la photographie dans ses travaux. Donc c'est vraiment à part entière qui joue, si on veut, de ces plusieurs médias et qui bouge de l'un à l'autre. L'image que vous voyez ici a un style d'une vidéo. Et j'ai choisi d'introduire, si on veut, le projet par cette image parce que, à mon avis, elle présente assez un aspect récurrent dans son travail. C'est que l'artiste, si on veut, cite et se réapproprie des éléments de l'histoire de l'art
mais en fait, il se recite aussi lui-même dans son travail. Donc, il y a constamment ces espèces de couches, si on veut, de citations dans le travail, du travail qui est recité, etc. Beaucoup de sujets aussi reviennent dans ces différents médias. C'est-à-dire que ça, on va le revoir après dans des pages du livre. C'est que dans cette vidéo-là, on voit la main de l'artiste. Enfin, c'est une partie, c'est un style de la vidéo. Mais cette sculpture a par exemple aussi été mise en scène pour un travail photographique. Donc, il joue aussi comme ça du passage d'un média à l'autre dans ses travaux. Le côté making of est peut-être un peu faux de dire making of parce que c'est pas vraiment des documentaires, mais si on veut des caractéristiques qui pourraient être propres aux documentaires, ou plutôt on pourrait aussi le dire la mise en abîme du travail fait également partie intégrante de ses œuvres. Là en fait c'est un projet, c'est un travail d'édition dont l'artiste a été mandaté au sein d'une exposition. Je crois que c'était celle de Saint-Gall, ou je ne sais plus si c'était celle de Nuremberg. Mais il a été mandaté pour faire une édition d'artiste. Et ce travail, qui est une gravure, est en fait une double page du livre qui a été fait. Enfin, il joue beaucoup de... Cette page-là est en fait une double page du livre qu'on a fait précédemment ensemble. Ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est qu'en fait, il n'avait pas jusqu'alors d'ouvrage proprement monographique, c'est-à-dire qu'il avait plus soit des participations des catalogues qui étaient au sein d'expositions de groupe, où il avait une partie, quelques doubles pages, mais son travail, en général, n'avait pas encore été montré dans un catalogue ou dans un projet, si on veut, de publication plus large. Ce qui était assez intéressant, c'est que la manière dont il m'a mandaté le projet de livre était qu'il n'avait pas non plus de vision très concrète, ni quant au choix des œuvres à présenter, ni à leur manière d'être présentées, ni à la façon de présenter le travail, c'est-à-dire est-ce qu'il est vraiment lié à l'exposition ou non, est-ce qu'il est de manière chronologique ou non, est-ce qu'il est classé par média, etc. Donc là, l'artiste avait un esprit, disons, assez ouvert quant à sa publication et la façon d'éditer son travail. Pour moi, ce qui était aussi caractéristique peut-être vers ce travail par rapport aux travaux précédents, ou peut-être plutôt par rapport au travail de Shirana, dont je connais bien le travail, c'est que le travail de la publication a été une manière pour moi aussi d'apprendre à connaître son travail. C'est que je connaissais pas vraiment bien l'artiste, j'avais vu 1-2 expos, je comprenais pas bien son travail, et ça a été quelque part une manière de découvrir aussi son travail au sein du projet, de discussion avec l'artiste, etc. Un des défis, si on veut, principaux du livre était pour moi de trouver une manière, si on veut, d'éditer ces différents médias qu'il utilise dans son travail, tout en essayant de leur offrir un cadre qui est propre au livre, qui est comme je le disais en début de conférence, qui est comme une propriété, un intérêt que je porte pour le livre. C'est de me dire que si je travaille dans le livre, il y a certaines caractéristiques pour ce média et que c'est plus intéressant d'offrir, si on veut, aux œuvres un cadre qui est vraiment propre à la lecture, propre au côté éditorial de ce média. Surtout, ce qui m'inquiétait un peu, ou ce qui m'a donné un peu du fil à retordre, c'est le côté de la vidéo, que je pense qui est toujours une chose à laquelle on est habitué à certaines formes de représentation au sein du livre, mais qui est souvent quelque chose à mon avis, pas très bien résolu. C'est qu'on a tout le problème du son, de la séquence, et qui, même si on est habitué à avoir des styles de vidéos, soit qui par répétition essaient de reformer ou de reformuler cette idée de séquence, d'histoire,
c'est jamais vraiment résolu parce qu'on a toujours ce problème qu'il nous manque certains types d'informations pour aborder en fait le principe de la vidéo. En fin de compte, alors que l'artiste n'avait pas vraiment d'envie spécifique par rapport à ça, pour moi, ça s'est vite donné que l'intérêt était quand même de montrer, si on veut, d'essayer de traverser quelque part un peu son travail, c'est-à-dire de ne pas choisir, de dire on va montrer que les photos ou que la sculpture, c'est-à-dire de montrer ces choses qui se répètent et qui reviennent dans son travail et qui ont des parallèles d'un média à l'autre, et d'essayer de prendre ça comme, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment un travail, c'est un projet un peu ambigu entre un catalogue d'exposition, un livre d'artiste, c'est un peu un ping-pong entre les deux. On a opté aussi pour un choix d'avoir ni structure chronologique. Les différentes œuvres de différents temps et différents médias, ils sont volontairement mélangés, ils passent de l'un à l'autre. On pourrait dire que cette structure éditoriale, elle est vraiment basée sur les œuvres mêmes. Parfois c'est plus leur contenu, parfois plus leur forme. Elles sont éditées de manière à former comme une espèce de fil rouge, si on veut, un ping-pong entre ce travail. Et cette manière-là a été, à mon avis, presque la meilleure manière, si on veut, de mettre l'accent ou de soulever un peu le point ou les thématiques sur les motifs qui reviennent et qui sont soulevés par l'artiste et qui reviennent constamment. Plusieurs choses ont été assez décisives pour ce catalogue et qui sont toujours un peu en lien avec la façon d'aborder le travail de l'artiste même. C'est que souvent, principalement, en tout cas quand on est confronté à des livres d'art contemporain, lorsqu'une œuvre est reproduite dans un catalogue, on se demande parfois sur quel niveau l'œuvre se situe. Est-ce que c'est la sculpture qui est l'œuvre, ou est-ce que c'est la photo de la sculpture qui est en fait le travail photographique de l'artiste? Autrement dit, est-ce que c'est l'œuvre elle-même qui est reproduite, ou est-ce que c'est une documentation de celle-ci? Tous ces questionnements, en fait, ils reviennent aussi dans le travail même de Shahriar. Et ce mode, si on veut, opératoire de jouer sur ces différents niveaux, il est volontairement utilisé par l'artiste et il a été consciemment réutilisé dans la manière de représenter les œuvres, en fait, ou de les éditer et de concevoir le design du catalogue. C'est-à-dire que plutôt d'unifier, souvent on se pose la question quand on fait un catalogue qui regroupe plusieurs œuvres de l'artiste, généralement on reçoit une archive de matériel édité par l'artiste. Certains sont très conscients par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont une manière très régulière, très sérieuse de documenter leur travail. D'autres un peu moins, surtout si c'est une période plus longuement définie par rapport aux œuvres présentées. Et là, même si les moyens étaient de nouveau réduits, mais on a consciemment en fait décidé de jouer en fait sur ces différents modes représentatoires de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas les montrer de manière unifiée, si on veut, de choisir un langage visuel pour montrer toutes les œuvres, mais de jouer sur ces différents langages. Quel type de photographie, est-ce qu'ils sont présentés dans un espace, est-ce qu'ils ont un contexte ou est-ce qu'ils en ont pas, donc ça fait partie du projet. Un élément également sur lequel on a joué, qui est présent autant dans le travail de l'artiste parce qu'il l'a repris et il l'a recité certaines fois dans son travail, mais auquel on est confronté dans des livres d'artistes, c'est sur ce principe ou sur ce problème de niveau de lecture d'une œuvre, c'est qu'on est habitué à se guider ou céder par les légendes, parce que les légendes, elles nous donnent des informations qui nous aident à lire le niveau à lire si on veut l'œuvre, c'est-à-dire la technique, le format, etc., qui nous aident à nous situer. Et l'élément de la légende,
est devenu un élément très consciemment utilisé aussi dans le catalogue, sur lequel on a joué tout au long du livre. Les photographies qu'on voit là, par exemple sur la page de droite, sont des images en plus qui sont venues. C'est toutes les images en bleu dans le catalogue. Elles ont été en fait générées spécifiquement pour le catalogue. Et ces images sont parfois issues d'esquisses, de documentation que l'artiste avait, de matériel trouvé, etc. Donc ces images, elles viennent aussi dans ce flux, s'accoler à toute la lecture de son travail. Là à droite, on voit l'œuvre dont je vous parlais avant, qui est la même sculpture présente dans sa vidéo Today, qui est ici en outre un travail photographique. Sur ce travail des légendes, il y a quelque part différents niveaux de légendes, c'est-à-dire qu'on a un niveau de légende, celles qui sont en noir en haut de la page, qui indique, si on veut, le travail même de l'artiste, c'est-à-dire la Today, que c'est une vidéo, c'est des styles, etc. Et un niveau de légende qui est marqué en rouge dans le catalogue, qui sont des légendes d'œuvres ou de choses placées dans le travail. En l'occurrence là, c'est la légende de l'œuvre, si on veut, de la sculpture de Carl Geiser qui est présente dans sa vidéo. Et ça, on a volontairement utilisé ce niveau de légende parce que dans un ou deux de ses travaux en vidéo, il a utilisé déjà cet élément d'avoir une légende, de la légende, si on veut, une légende de quelque chose qui apparaît dans son travail, et de travailler sur ce niveau de jusqu'où va la légende, si on veut, dans le travail. Là, on a de nouveau le même principe. Par ici, par exemple, ici, ce style est un style de la vidéo plaque qu'il a faite. Il y a deux niveaux de légende, c'est-à-dire que Glenn Gould, il avait interprété en 1964 un morceau pour la télévision, et une partie de cet enregistrement fait pour la télévision a été réintégrée dans le travail de Shahryar et de sa vidéo. Donc là, on a d'une part la légende du morceau de Glenn Gould, d'une autre part la légende qu'elle a été faite pour un projet télévisé, et en troisième partie, la légende du travail de Shahryar. Ici, on voit cette page qui a été réutilisée par Shahryar après pour son travail d'édition. Dans cette vidéo, par exemple, chaque vidéo a aussi été traitée un peu de manière différente, c'est-à-dire que dans cette vidéo-là, le son est partout important, mais là, c'était assez décisif d'utiliser aussi des extraits des dialogues qui se faisaient entre les deux protagonistes de la vidéo, qui sont en fait en train de faire une sculpture que Shahryar a exposée. Et de reprendre une partie de leur dialogue. Ici, on voit la sculpture terminée. Une chose qui est aussi assez présente dans son travail, c'est l'idée si on veut, de l'extrait ou de la diminution de certaines parties de travaux ou d'œuvres. Par exemple, ce qui est présent dans ces sculptures de socle qu'on a vu au début du livre, où il va faire une sculpture d'un socle sans la statue qui est au-dessus, ou ici encore dans la découpe de ces images. Par exemple, ici on a joué sur ce côté de la représentation des œuvres, parce que dans ces œuvres mêmes, le blanc, si on veut, de l'image fait partie de l'œuvre même, et une partie dans cette série, une partie de ces travaux sont présentés de manière à ce que le blanc disparaisse, c'est-à-dire qu'ils viennent le blanc du papier et qu'il reste plus que l'image même. Donc on a substitué, si on veut, la partie blanche par le papier du livre.
Cette vidéo, The Regulating Line, avait été présentée au pavillon suisse de la Biennale de 2005. Et cette vidéo-là est en fait présentée de manière chronologique sur environ 5 doubles pages, en passant toujours d'un style de la vidéo à une vue d'exposition où on voit, si on veut, la vidéo projetée dans cet espace du pavillon. Et elle s'alterne tout le temps entre vue d'exposition et style. Ok. On passe maintenant à un autre mandat qui est plus du domaine, si on veut, de catalogue d'artistes, mais qui implique, si on veut, un peu une problématique semblable, c'est si on veut, de présenter, bêtement dit, le livre dans le livre. Donc on passe au catalogue des plus beaux livres suisses, dont j'ai eu le mandat durant 3 ans. Ce concours a une longue histoire, mais à partir on pourrait dire, une certaine série, si on veut, de catalogues, ou une certaine attention à la portée, à la façon de présenter ces livres au sein d'un catalogue, a débuté quelque part par en 1998 par le mandat qui a alors à ce moment donné-là été donné à Gilles Gavillet et Cornel Windlin. Et là, quelque part, ce cycle de 3 ans s'est débuté. Donc après Gilles et Cornel, le projet a été mandaté à Normes, qui viendront apparemment bientôt faire une présentation. Puis il est passé à Laurent Benner et de 2007 à 2009, Laurens Brunner a fait les 3 derniers catalogues. Les propositions en fait durant ces 3 ans se sont toujours différenciées de l'une à l'autre, pas seulement en fait par le design, si on veut proprement dit, du catalogue, mais également par rapport à tout le concept général ou l'approche éditoriale de ces catalogues, de la structure, de la quantité de pages, du volume, tout a presque été chaque fois redéfini, alors qu'en fait le mandat lui-même est toujours resté le même. C'était de faire le catalogue des plus beaux livres suisses. Quelque part, c'est peut-être aussi une spécificité un peu de ce projet, c'est que justement le mandat est le même, mais par, si on veut presque aussi ce focus, si on veut, c'est aussi un peu un honneur d'être mandaté à faire ces catalogues, par l'historique déjà des catalogues qu'il y a eu auparavant. C'est quelque part presque inévitable que une proposition soit presque toujours aussi un peu une réponse à ce qui s'est fait avant. C'est pour ça que je pense que c'est assez intéressant aussi de reparcourir un peu rapidement ce qui a été fait les années auparavant. Donc Gavillet et Windlin, eux, ils ont eu une approche au catalogue qui était plutôt montrer le livre dans son environnement ou dans son côté social par rapport au livre, le faiseur, celui qui le lit, l'éditeur, le designer. Donc leur série de 3 livres avait une approche, si on veut, par rapport à ce qu'engendre le livre, c'est quoi comme objet, où il est, c'est qui le fait, etc. Normes, ils ont une approche plus mathématique, pragmatique, plus didactique par rapport à la présentation des livres. Les catalogues de Laurent Benner, ils se sont caractérisés, si on veut, par une certaine assiduité à présenter l'aspect de la production du livre, c'est-à-dire tout ce qui vient au-delà du design, c'est-à-dire la production, les papiers, l'imprimeur, la mise en page, etc. Puis les 3 années qui ont précédé mon mandat,
ont été faits par Laurens Brunner. Les 3 catalogues ont été faits en collaboration avec Tan Welchli, ce nom qui revient tout le temps, et qui ont soulevé quelque part par leur thématique de passé, présent, futur. C'était les 3 thèmes des 3 catalogues. Le côté, si on veut, discursif autour du livre, le statut du livre, son historique, le contenu, ce qui va devenir, ce qu'il était, etc. Je pense également, ce qui est important de dire, c'est que toutes les approches, aussi différentes qu'elles soient, sont quelque part totalement justifiées par rapport à ce mandat des catalogues des plus beaux livres suisses. Et elles ont toutes, si on veut, leur raison d'être. Elles sont portées sur un choix, sur un aspect, sur une priorité, mais elles sont toutes entièrement justifiées. Quand j'ai été invitée à participer au concours pour présenter un projet, et ayant connaissance des catalogues qui avaient été faits auparavant, je pense que ce qui reste quelque part un peu un problème ou la difficulté, si on veut, du mandat, c'est de présenter des livres dans un livre qui reste quelque part un peu un dilemme, surtout par le fait que ces livres primés, ils ont si on veut, ils ont en tant que thématique globale ou ce qu'il est leur dénominateur commun est le simple fait qu'ils sont primés par un jury comme étant les plus beaux livres, comme faisant partie des plus beaux livres suisses. Donc ils sont primés pour leur beauté, ce qui reste aussi constamment chaque année un débat au sein du jury, où commence la beauté, où c'est qu'elle finit, à quel point le contenu d'un livre est important, est-ce que c'est possible de juger la beauté d'un livre sans prendre en compte toute la démarche du contenu de l'auteur, etc. Pour ma part, je pensais que l'aspect, si on veut, discursif autour du livre était presque primordial ou était important, mais me semblait assez difficile à poursuivre. D'abord parce qu'à mon avis, il y a une certaine incompatibilité, à mon avis, entre un discours pointu sur une thématique autour du livre et le fait qu'on doive, si on veut presque démocratiquement, présenter les livres qui ont été promus au sein du concours, et que, si on veut, le problème principal reste de présenter les livres qui ont été promus. Et quelque part également par le côté du choix des thématiques qui avaient été prises, past, present, future, c'est assez logique aussi que des thèmes aussi globaux et aussi généraux ont été pris pour quelque part ces livres promus et de la place au sein de ces thématiques. Et je pense que ces thématiques-là sont très pertinentes, mais comment une chose comme ça se laisse poursuivre? Est-ce que chaque année, il y a un thème tellement important à discuter du livre, autour du livre? Est-ce que chaque année, comment cette liste, si on veut, de thématiques se laisse poursuivre au sein du catalogue? Si on veut, ma proposition, lors du concours du mandat, était de retourner vers ce catalogue à quelque chose de plus, on pourrait dire, de traditionnel, c'est-à-dire le choix de ne pas faire un livre autour de ce catalogue, mais vraiment et simplement d'en faire un catalogue. Donc de ramener, si on veut, son statut d'une sorte de rapport, si on veut, d'un compte-rendu du concours des livres primés. Par contre, ce qu'on peut dire qui était peut-être pas vraiment présent et qui peut-être a aussi été je ne sais pas si c'est un échec de ma proposition, mais je pense qu'il est important de dire, c'est que durant ma proposition, j'ai inclus le côté discursif autour du livre parce que je pense que c'est un aspect important que l'Office fédéral de la culture qui fait ce catalogue devrait ou est censé avoir autour du livre, autour de ce concours, etc. C'est qu'en fait, ces thématiques autour du livre
aurait pu se poursuivre, mais ma proposition était de manière individuelle au catalogue, c'est-à-dire que le catalogue soit focusé sur les livres primés et que le côté plutôt thématique autour du livre soit poursuivi plutôt à la façon que l'OFC soit peut-être plus un éditeur ou quelqu'un de participatif à supporter des projets qui seraient liés au livre, mais qui permettraient aussi à différents auteurs, à différents supports, à des livres qui ont peut-être aussi pas une date de parution qui est exactement au même moment de l'exposition, qui peut se faire plus librement et qui peut-être a pas non plus cette régularité de devoir paraître une fois par année. J'ai perdu ma souris. Là, c'est bon. Quelque part, pour ces catalogues, l'envie était de faire si on veut, comme des portraits, des portraits quelque part réduits, mais des portraits de ces livres promus, sans vouloir en fait tenter de présenter les livres avec toute leur complexité, tous les aspects, parce que ça, c'est quand même une chose pour moi qui était assez décisive dans toutes ces réflexions par rapport à ce catalogue des livres dans le livre, c'est que on est toujours pas correct par rapport à un livre si on veut le représenter dans un livre, à moins qu'on fasse vraiment un ouvrage où on se consacre sur un livre. Mais dès qu'il y en a plusieurs, dès qu'on a une certaine forme un peu presque démocratique de les montrer, parce on pourrait aussi choisir de dire on parle sur 20 doubles pages d'un livre, mais on montre qu'une double page d'un. Ce qui est assez difficile, je pense, politiquement par rapport à ce concours, c'est que tous ces livres ont une raison d'être là, mais justement, ils n'ont pas vraiment de lien de contenu les uns avec les autres. Certains livres, on pourrait en parler pendant 2 mois, d'autres, et le jury le dit lui-même, ils disent c'est un livre qui est très bien, il est parfait, il est génial comme il est, mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc là, c'est vraiment l'envie de mettre à plat tout ça et de dire c'est presque impossible de parler correctement dans toute leur amplitude, dans tous leurs concepts, toutes les réflexions qui ont été faites. On en fait juste, si on veut, des simples, quelque part, portraits. Quelque chose qui m'a influencé dans cette démarche-là, c'est le travail. En français, il n'y a pas vraiment de mot, ça s'appelle Sachphotographie en allemand. C'est la photographie d'objets, si on veut, tel quel, mais Sachphotographie dit quelque part beaucoup sur ce type de photographie. On pourrait presque la décrire par une photographie qui vraiment soigne ou qui met en scène l'objet pour ses caractéristiques et pour ses spécificités. Quelqu'un dont je trouve le travail très intéressant, qui m'a certainement influencé dans tout le concept après des images, ça a été le travail de Josef Sudek, en collaboration avec Ladislav Sutnar. Vous connaissez peut-être leurs images, Ladislav Sutnar étant un graphiste, Sudek un photographe, qui ont dans les années 30 souvent participé dans des mandats à faire un travail qui va dans ce sens avec la photographie d'objets. J'allais retrouver beaucoup de parallèles dans cette approche à la photographie chez Maurice Shelton, c'est Lisbeth Abenes, qui sont des photographes de Amsterdam, avec une manière, si on veut, très précise, une attention soignée, portée à l'objet même, et puis quelque part peut-être aussi parce qu'ils ont fait beaucoup de travail aussi de photographie dans le mandat éditorial dans le domaine de la mode, mais une aptitude, si on veut, à élever la beauté de l'objet ou la beauté de détail d'un objet, et presque un peu le côté comme ça glamoureux d'un objet. Là, on voit les 3 catalogues des 3 années consécutives. Une
une anecdote qui est peut-être aussi assez intéressante, mais c'est que quand j'ai contacté les photographes pour leur proposer de travailler sur ce projet des catalogues avec moi, ils ont d'abord refusé parce qu'ils trouvaient que, de manière justifiée d'ailleurs, ils indiquaient presque le désintérêt et aussi la difficulté de photographier des livres de manière intéressante. Parce que c'est un objet qui, quelque part, on parle toujours de l'objet livre, etc., mais quelque part c'est un rectangle avec un peu de volume, des pages. C'est un espèce c'est une chose entre de la 2D et de la 3D, si on veut. C'est pas vraiment la matérialité se répète, le format est presque toujours le même. Mais j'ai réussi, j'en suis assez fière d'ailleurs, j'ai réussi à les convaincre de parcourir un peu ce défi et puis de quand même photographier après maintes discussions et ping-pong et exemples et pourquoi je leur demandais eux plutôt qu'un autre photographe, etc. parce que je voyais des liens avec un certain intérêt à faire ça. Ils ont fini par accepter. La première année, le catalogue de 2011, il y avait 19 livres promus, qui n'est pas une grande quantité par rapport à d'autres années. Ce qui a aussi permis un travail en fait où chaque livre a été mis en scène individuellement et pour chaque livre, on a essayé quelque part de soulever un aspect de l'ouvrage. Donc ça se veut jamais être générique, ça montre jamais le livre en complet, mais ça soulève comme ça un aspect qui est particulier du livre et qu'on essaie de soulever, si on veut, dans ce portrait. Ce que je peux dire par rapport à la structure éditoriale des catalogues, c'est qu'en fait, un des grands défis, quelque part, de mon concept, c'était que je voulais réduire tout. C'est que je voulais en faire un cahier, quelque chose de simple, de réduit aussi par sa lourdeur, je voulais vraiment que quand on est l'objet en main, on remarque que c'est un cahier, que c'est un catalogue, que c'est pas un livre. C'était d'en faire aussi une brochure, c'est-à-dire il y avait d'une part l'idée de minimiser la quantité d'informations, d'aller à l'essentiel. Ceci ayant une contrainte qui est assez importante et qui fait partie du mandat, c'est que forcément il y a une grande quantité de textes, parce que c'est une règle, si on veut, un peu politique de l'Office fédéral de la culture, c'est d'avoir les textes en 4 langues. C'est-à-dire que même si on a un peu de texte et qu'on le traduit en 4 langues, on a tout de suite une grande quantité de signes et de lecture. Donc c'était une manière de trouver une forme, si on veut, adéquate, parce que je voulais faire une image par livre, et j'avais des textes que même s'ils étaient réduits, ils étaient en 4 langues, c'était de trouver un bon équilibre, que ça ne nous donne pas un ouvrage de lecture avec quelques images parsemées au sein du catalogue. C'est-à-dire que j'ai décidé de segmenter, de mettre les traductions en allemand, français et italien dans un encart, dans un cahier séparé, et de focaliser le catalogue sur l'anglais avec chaque fois un texte et une image par livre. La charte rédactionnelle a été aussi adaptée à ce choix de proposer qu'une image par livre. Elle a été retravaillée, on a consulté en fait auparavant les catalogues qui ont été faits et on a posé un choix sur ce qui nous paraissait essentiel de dire par rapport au livre, ce qui nous paraissait peut-être secondaire ou qui nous paraissait peut-être plus propre à d'autres concepts. Certains éléments ont été repris et retravaillés pour les adapter. À côté, en fait, chaque descriptif pour chaque livre, on a choisi de garder l'introduction sous forme de préface, l'hommage à la personne qui a eu le prix Anne Tjechold restait, et d'avoir la perspective du jury par une interview et par des courtes biographies des membres du jury, et puis en fin d'ouvrage les données techniques de chaque livre.
Les textes qui ont été joints aux images, là on peut peut-être aussi dire que Tan Welchli a continué le travail aussi sur la rédaction, et vu que je le connaissais de travaux, de mandats qu'on a fait auparavant, c'est forcément un travail qui est intéressant à faire avec lui. Le travail sur la description en fait du texte s'est fait à choisir aussi ce que l'image ne peut pas rendre compte, qu'est-ce que le texte peut faire que l'image ne peut pas prendre en compte. Et tous les textes ont été rédigés de manière à voir sur un premier paragraphe, si on veut, l'aspect du contenu du livre qui n'est pas présent dans l'image, c'est-à-dire ce que c'est, l'auteur, ce que c'est, quelles sont les propriétés, si on veut, du contenu de l'ouvrage. Puis pour passer, si on veut, quelque part à des aspects formels ou graphiques du livre, et pour un deuxième paragraphe après de soulever, si on veut, les critiques du jury, qui sont souvent liées aussi au descriptif, c'est-à-dire quels points ils soulèvent, quels points ils trouvent négatifs ou positifs. Le catalogue a une forme éditoriale très constante, super régulière, et qui est également guidée par un choix de matérialité de l'objet, ce qu'on voit pas non plus sur les représentations ici des images. Le catalogue est rythmé de manière constante par un changement de papier. Le choix de mettre les images sur un papier couché, brillant, et tous les textes sur un papier nature, a par la manière technique, si on veut, de relier un cahier, guider tout le rythme du catalogue. C'est-à-dire que les images passent toujours de page gauche à page de droite, en étant toujours imprimées sur le papier, sur le côté brillant. Ça a également, pour chaque catalogue, fourni une certaine structure pour l'emplacement de chacun des autres éléments de texte, c'est-à-dire l'interview, les biographies, l'introduction. C'est un espèce de ping-pong. J'ai combien de pages avant, j'en ai combien après, j'ai combien au milieu, selon la longueur des textes. A été comme une espèce plus un jeu, si on veut, un peu de Tetris par rapport au catalogue. Donc là, en outre, dans le premier catalogue, l'interview du jury a été insérée au centre du texte avec quelques pages sur papier nature. Et après, pour repasser aux illustrations des livres. L'index de chaque livre placé en fin d'ouvrage, avec toutes les indications de propriété par rapport aux livres, ses papiers, les polices de caractère utilisées, etc. Puis encore un aperçu de l'encart avec les traductions faites de manière très générique, disons. Le design du concept du deuxième catalogue s'est poursuivi en fait dans le même ordre d'idées que le précédent. Ce qui n'était pas clair quand j'ai fait le premier, c'est que je m'étais laissé un peu ouvert à savoir comment la série allait se poursuivre. Et dans toute cette idée, si on veut, de réduction, de simplification de l'objet, j'ai choisi de travailler avec les mêmes photographes, d'utiliser une charte graphique semblable et de réutiliser la plupart des éléments. Certaines adaptations d'un catalogue à l'autre se sont forcément faites de par le type de photographie et aussi par la quantité de livres promus d'une année à l'autre qui varie. L'année-là, il y a eu 10 livres en plus promus, c'est-à-dire 29. Et avec les photographes, on a aussi choisi l'idée de poursuivre une certaine idée de série ou un esprit par rapport à la photographie, tout en ayant chaque fois un autre concept qui se diffère d'une année à l'autre. Cette série-là prononçait le côté, si on veut, plus graphique, le côté presque deux-dimensionnel du livre, et le choix de montrer que les couvertures. Ça a été certainement aussi motivé par la quantité de livres promus, c'est-à-dire qu'il y a eu la série, elle est marquée aussi par une constante, c'est-à-dire toute l'installation du studio, l'installation de l'appareil photographique qui bouge pas, qui est donc pas proposée individuellement pour chaque livre. Cette série est une pile de livres qui se forment et qui créent chaque fois un jeu graphique différemment d'image en image, tout en ayant le côté que l'appareil photographique
bouge ou tourne à chaque fois dans le sens du livre posé sur la pile et fait que les ombres portées sont d'image en image variées. C'est-à-dire qu'une fois elles sont à droite, une fois elles sont à gauche, une fois elles sont en haut, etc. Là, on a de nouveau un peu une structure du catalogue qui diffère, c'est-à-dire que là, tous les livres sont à la suite et le prix Jan Tschichold se trouve à la fin du livre et l'interview du jury au début. Et ce qui s'est adapté aussi, c'est le format du miroir des images utilisées et la police de caractère est restée la même. Le principe, si on veut presque visuel, de la double page est resté constant. Sauf que dans ce catalogue-ci, la colonne de texte, si on veut, ou le placement, si on veut, du livre en question, définit où se trouve la colonne de texte en miroir. C'est-à-dire que le descriptif vient toujours se poser en miroir par rapport à l'image. Et cette pile, si on veut, à l'envers, qui dégraisse et qui finit par le dernier livre du catalogue. De nouveau l'index. Là, on a une page juste pour montrer que certaines fois, j'ai juste fait des adaptations de grandeur de police utilisée pour le prix Jan Tschichold, qui était dans une police de caractère plus grande que dans le livre précédent. Le dernier catalogue, pour celui-là, les livres, chacun de nouveau été photographiés, si on veut, de manière individuelle. Et là, l'idée générale était, si on veut, une exposition virtuelle. Tout le problème ou tout le principe ou l'intérêt aussi ou la difficulté, c'est que le livre, dès qu'il est exposé, bon, dans l'exposition des plus beaux livres suisses, c'est des livres actuels, donc on peut les regarder, on peut les toucher, on peut les prendre dans les mains, les feuilleter, etc. Mais c'était aussi un peu l'idée de ce côté un peu muséographique du livre, c'est-à-dire le moment où il est comme détaché de son contexte, si on veut, presque utilitaire, et le moment où on le met sur un piédestal. Et chacun des ouvrages, dans ce cas-là, était mis en scène, si on veut, exposé, avec une sorte de présentoir qui a été fait pour chacun des livres, propre à chacun des livres. On a de nouveau le contenu qui se ressemble. Il y avait toujours une image générale avec tous les livres qui a été d'une part utilisée pour les invitations qu'on a vues en début d'introduction de ce sujet et qui était présente aussi dans le catalogue. Là, la charte graphique s'est de nouveau légèrement adaptée à avoir ici un choix de présenter d'avoir les textes de manière centrale et constante, pour laisser place aux images qui, elles, sont différentes d'une à l'autre. Là, c'est de nouveau un extrait du texte de l'hommage de Jan Tschichold, qui ici aussi est de nouveau sur 3 colonnes par rapport à avant, qui était sur une colonne. Mais ça, c'est uniquement des adaptations qui se sont faites par rapport, justement, comme je disais avant, la quantité de pages, les changements de papier, les grandeurs de texte, etc., que j'ai fait des espèces de mini-adaptations des textes. Ok. Ça va? Ok. Ben je vais. Vous en pouvez encore, c'est bon? Pas trop fatigué? J'en viens à un des projets qui n'a pas été mandaté, c'est-à-dire un projet que j'ai initié en collaboration avec Alex Trub, qui est graphiste aussi à Zurich, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler sur des projets de livres, par exemple le catalogue de la Biennale de Venise c'était quand 2005, 2009, je crois. Donc avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et ce projet est né durant un séjour à New York de 6 mois.
qui m'a été permis en fait parce que j'ai gagné une bourse de l'OFC, de l'Office fédéral de la culture, qui permet dans différentes villes d'avoir la possibilité de faire un séjour d'une demi-année avec un atelier à disposition. Ça, c'était en 2009. Cet atelier, à côté d'un appartement, d'une participation aussi monétaire à être là, comme beaucoup de ces bourses à l'étranger, met à disposition un atelier qui par rapport à d'autres situations d'atelier à New York est gigantesque, énorme, et que 2 personnes occupent en fait en même temps, qui ont reçu le prix en même temps, qui sont pendant 6 mois à New York en même temps. Lex et moi, on avait obtenu ce prix la même année, donc on s'est décidé un peu vu qu'on se connaissait, qu'on savait qu'on allait avoir un atelier ensemble, on s'est décidé de faire un projet aussi ensemble. Et cet atelier, ce prix existe depuis plus longtemps, mais cet atelier, il avait été occupé là depuis peu de temps. Un espace très neuf, très vide, très grand, et surtout très grand pour être devant 2 laptops à faire je sais pas quoi, ça dépend, certaines personnes ont des plans très concrets. Pour ma part, j'avais l'envie de faire une certaine césure par rapport à mon travail que je fais à Zurich, c'est-à-dire que j'avais envie de prendre une certaine forme de pause aussi par rapport à ça, de faire d'autres choses. Et cet espace était, comment dire, très neutre. Au début, j'ai presque pas passé de temps là parce que ça faisait un peu l'effet page blanche, disons. Et on s'est décidé quelque part de remplir ou de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace vide, c'est pas possible, on peut pas travailler là devant nos laptops à faire quelque chose, on va faire quelque chose qu'on peut pas faire chez nous. Donc on a installé un atelier de sérigraphie et on a aménagé tout l'aménagement, si on veut, de cet atelier a fait partie, si on veut, un peu du projet, parce que c'était une manière aussi assez intéressante de découvrir cette ville, découvrir surtout d'autres aspects auxquels on n'a peut-être pas accès si on fait pas un projet du genre, c'est-à-dire qu'on a eu affaire à on a atterri dans des lieux où on serait pas allé normalement, des revendeurs de papier, on a eu affaire avec des magasins de construction, des revendeurs de matériel de sérigraphie, etc. Donc ça nous a un peu aussi permis d'avoir une autre approche par rapport à l'endroit où on a être pendant une demi-année. Et toute l'installation a fait quelque part partie de la chose parce que c'était pas forcément simple, dans le sens que la sérigraphie c'est assez chouette dans le sens qu'on peut le faire de manière très basique. C'est pour ça que beaucoup font de la sérigraphie. On peut faire les cadres au soleil, etc. Mais on a toute le point, si on commence d'installer ça et qu'on aimerait aboutir à quelque chose, il y a un énorme gap entre ce qui est possible de manière très low-tech et jusqu'où on veut aller dans la qualité des choses. Mais ce qui est clair, c'est que cet atelier n'était pas vraiment emménagé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas il y a pas d'eau courante, c'est-à-dire que là, on voit sur cette image ici, on a dû installer une espèce de pompe à eau, on devait revider 200 litres d'eau dans un truc, le remettre, avoir des trucs sur roulette, enfin, c'était un peu comment faire le possible de l'impossible, en fait. Ayant eu cet atelier, ayant eu cet aménagement de cet atelier de sérigraphie, on voulait évidemment aussi le faire fonctionner. Il nous restait pas énormément de temps à disposition, mais on a en fait décidé de purement imprimer, c'est-à-dire on s'est aussi attaché à réimprimer un livre existant. C'est-à-dire de vraiment se focaliser sur le travail de l'imprimeur, de l'artisan, et être une fois de la côté de la production plutôt que de la créativité, du design. Notre choix s'est porté sur ce roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est paru la première fois en 1953.
Pour ceux qui connaissent peut-être pas l'histoire, là d'ailleurs était Truffaut en a fait un film, je crois, si je me trompe pas, dans les années 60, 70, je sais plus exactement. C'est un roman, c'est un roman de science-fiction qui a une vision sombre d'un futur sur un État totalitaire qui en fait interdit l'idée ou la pensée autonome et qui de par ce fait brûle les livres et interdit la lecture de livres. Cette opinion officielle gérée par par cet État totalitaire se résume juste à certaines, comment on peut dire, un échange de citations. Le protagoniste qui est un pompier qui s'appelle Guy Montag, son travail depuis 10 ans consiste à brûler des livres. Puis il apprend à connaître une résistante, une jeune femme qui est dans un mouvement de résistance à cet État et qui, eux, consomment en cachette des livres et se racontent ou apprennent par cœur certains livres et se racontent les histoires les uns aux autres. On a volontairement choisi de reproduire ni le premier, ni le tirage de 1953, mais c'est un livre qui a été tiré en je ne sais pas combien d'exemplaires. Il y a eu des dizaines et des dizaines de tirages, et on en a choisi un, le meilleur marché, qui coûtait, je sais pas, $1 dans une librairie du coin. C'est un tirage de poche de 87. Qui est un parmi des centaines et qui existe encore, qu'on peut encore acheter. C'était pas l'idée d'en faire, si on veut, un bootleg d'un livre qui n'existe plus, mais c'était si on veut, faire un objet incroyable d'un livre qui coûte rien du tout. Et on a reproduit en fait page par page ce tirage de poche. Et à la différence que c'est un agrandissement, si on veut, le livre a un format environ A3. C'était un travail, comment dire, méditatif, intéressant, parce c'était uniquement une confrontation avec des problèmes. Ah, il y a trop de noir. Ah, la couleur sèche, il faut quand même changer de couleur. Ah non. Il faut refaire ce cadre, etc. Donc c'était vraiment presque le travail en lui a été plus un alibi pour utiliser notre installation de sérigraphie. Et je vais finir la présentation par un des livres de Wyatt. Wyatt, c'est un projet que j'ai fait justement avec Tan Velchli, avec qui j'ai participé sur le livre des plus beaux livres suisses et également sur le mandat du catalogue de Shirana Shahbazi, que je vous ai montré auparavant. Et à la base, il s'agissait pour nous d'une trilogie qu'on avait envie de faire sur 3 ouvrages qui sont parus entre, je ne sais plus exactement quand le projet a commencé, mais entre 2004 et 2008. J'ai appris à connaître Tan en travaillant avec lui sur un journal mensuel, au début où j'étais à Zurich en 98, qui a été aussi un peu le choix pour moi d'aller sur Zurich. C'est que c'est un journal de la Rote Fabrik, ça s'appelle. C'est un lieu, un centre, comment dire, un centre culturel. Il y a du théâtre, des conférences, de la musique. Et ils sortent mensuellement un journal qui aborde d'une part une partie thématique et de l'autre, c'est la programmation du journal. Et on a appris à se connaître en fait là. Et ce qui a été intéressant, c'est que j'ai quelque part un peu découvert cette envie ou ce côté de travailler de manière proche avec entre le contenu et la forme, si on veut rapidement dire, pour pas faire trop long.
Mais lui, il a étudié en lettres, donc il vient d'un complet autre domaine que le graphisme. Il a une attache, il a un certain intérêt pour tout ce qui est le design graphique. Et on a trouvé une certaine manière de soulever certains points qui nous intéressaient en commun sur ce ping-pong ou sur ce jonglage d'un certain contenu et de toute sa communication. Par intérêt commun à ces sujets, on a abordé, ou si on veut tenter de définir, 3 sujets qu'on pourrait décrire, qui sont présents dans le discours de l'histoire de l'art, mais qui sont aussi en lien avec la culture populaire. Donc on a fait 3 livres. Un était sur l'aura, le deuxième sur l'amour et la troisième sur la mode. À côté de ces livres, on a fait pas mal de conférences, on a été demandé pour participer à des encarts dans des magazines, on a fait des visites guidées d'exposition, et entre autres, on a pour le premier ouvrage Aura fait quelque part une introduction en 3. On a fait des business lunch, ça c'est mon atelier où je travaille toujours d'ailleurs, où on a fait des lunchs de midi. Lui adore faire la cuisine, moi aussi, donc on cuisinait généreusement et de manière assez sophistiquée pour les invités, et on leur proposait d'avoir une conférence. Et ces 3 lunchs ont, si on veut, marqué, si on veut, le début, ont été comme une introduction à la parution d'Aura, et ont permis aussi d'introduire un peu la manière dont on travaillait ensemble en collaboration et les thèmes qui nous intéressaient, pourquoi on les traitait de cette manière, etc. Dans chacun des livres, même s'ils ont eu un format constant, qu'on a décidé pour les lier, si on veut, dans une certaine forme de trilogie, l'intérêt se portait, à côté du contenu, aussi à développer des langages, des formes visuelles et des formes éditoriales qui seraient quelque part propres ou qui seraient déclinées de ces thématiques et de leurs propriétés. Je vais plus en détail parler du 3e volume, qui s'appelle À la mode. Contrairement aux 2 autres livres qui avaient une forme, si on veut, rédactionnelle plus linéaire et une forme aussi dans les images qui était comme un concept très clos, si on veut, et dont on était aussi les 2 seuls auteurs. À la mode se situait plutôt vers une forme similaire, si on veut, au magazine, c'est-à-dire qu'on a, pour la structure éditoriale, elle est hétérogène, on a demandé à beaucoup d'auteurs de participer, et notre travail, on a participé sur plusieurs niveaux dans l'ouvrage, mais on a surtout d'abord élaboré, si on veut, le contenu, les thématiques, ce qu'on voulait exactement avoir dans le livre, qui on voulait demander, pourquoi, comment. Et après, on a mandaté des personnes externes à collaborer, et mon travail et celui de Tan, c'est après situé sur différents niveaux, si on veut, au sein du livre. Dans ce projet, quelque part, j'ai mis en page le livre, j'ai également écrit un texte, ou participé également à un autre texte avec Tan. J'ai participé par des séries d'images, des choix d'illustrer, si on veut, certains textes. Et j'ai également fait une série de vêtements que j'ai réalisé en lien avec un texte que Tan a écrit sur le thème de la boutique du musée. Là, on voit les 3 ouvrages. Là, c'est le texte d'introduction à The Museum Shop que Tan a écrit. Pour lesquels j'avais fait conçu ce tissu avec lequel j'avais fait une série, si on veut, de pièces uniques pour
là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, j'ai fait des habits uniquement pour faire un livre. En fait, pour faire une série d'images au sein du livre, j'ai créé les objets qui étaient photographiés pour le livre. Ces habits n'ont pas eu, après coup, de vraie raison d'être, en fait. Là, je parcours, si on veut, un peu le livre par ses différents contenus, ses différentes caractéristiques. D'une part, on a été influencé par le New Yorker avec toute son historique des cartoons, qui, si on veut, parcourt tout un contenu sans ayant directement quelque chose à voir avec le texte en lien. Là, on a mandaté Dimitri Brocard, qui travaille en tant que graphiste avec Flag, Bastien Aubry, qui a aussi participé pour le livre, et qui a fait en fait toute une série de petites BD, si on veut, qui viennent s'entrecaler entre toutes les rubriques du livre. Pour ce texte-là, j'ai créé une série d'images qui sont tirées du film de Zelig, du film qui s'appelle Zelig de Woody Allen, qui est ce film que vous connaissez peut-être, oui, ce personnage de Zelig est malade. Il a une maladie, c'est qu'il s'adapte tellement au cadre ou à l'environnement dans lequel il est, qu'il prend la forme et l'aspect des gens avec lesquels il est entouré, si on veut, dans le cadre de et ce texte avec lequel les images étaient accompagnées est un texte sur l'idée de l'imposteur. Il y avait une histoire, mais je sais même plus sur quel niveau c'était plutôt un problème national ou international. Il y avait d'une part cet imposteur qui est un jeune espagnol, je crois d'une vingtaine d'années, qui s'était fait passer, qui avait fait de fausses publicités Gucci, Prada, Armani, où il s'était instauré lui-même en tant que modèle et avait fait insérer ses publicités dans des magazines, et ça s'était avéré que c'était un imposteur, qu'il n'était pas, en fait, que c'était des fausses publicités, et que lui avait, je pense, le désir d'être modèle. Et tout le texte parle de ce concept de l'imposteur, si on veut. Après, ça parcourait aussi le film Catch Me If You Can avec DiCaprio, où là aussi c'est l'imposteur classique qui se fait passer pour un pilote d'avion, etc. Vous avez peut-être vu le livre. Et là, par exemple, si on veut, la charte graphique du livre est constante, mais on a essayé d'explorer un peu les différentes manières de faire des séries d'images, d'avoir différents médias aussi, des styles de films, des images photographiques, des dessins, et de parcourir tous ces sujets, si on veut, un peu de manière différente. On avait également mandaté un article sur le thème de la robe de mariée, le statut de la robe de mariée, cette pièce unique, et surtout c'était en lien avec la proposition qui à l'époque avait été faite par le duo Victor and Rolf en collaboration avec H&M, qui avait eux proposé pour H&M de faire une robe de mariée. Ce texte-là est joint par des images de la photographe Shirana Shahbazi, pour laquelle j'avais fait un catalogue auparavant, qui en fait en Chine et en Iran fait toute une série de couples de mariés. Donc il y avait aussi si on veut, des œuvres photographiques présentes dans le livre. Un autre segment était un article, si on veut, sur le thème de l'iconographie entre l'idée du portrait et du modèle, en prenant Kate comme exemple, si on veut, comme personne qui était le bon passage de l'un à l'autre. Donc ça c'est un des articles qu'on a travaillé avec Tan dessus, c'est-à-dire c'est en images et en texte, et c'est un contenu sur lequel on a travaillé ensemble. Julia Born, en collaboration avec Yoff, qui est un designer de mode hollandais qui vit maintenant à New York, avait fait aussi toute une série de travaux
parce que ce designer a mandaté Julia Born en tant que graphiste pour communiquer une collection qu'il avait faite où lui-même était en fait son propre modèle. Le designer même, toute sa collection était en fait des habits pour lui en tant que designer. Et là, il avait mandaté ou travaillé en étroite collaboration avec Julia Born. Et ils avaient fait, si on veut aussi, c'était tout un passage entre ce livre refotographié par Niels et Anoushka Blomers. Dans le livre, ce cahier que vous avez peut-être déjà vu a été fait par Julia et c'était en fait c'était toute la collection de Yoff en grandeur nature, et chaque page était comme juste des détails de lui, et ça c'est un projet qui avait aussi été exposé dans ce côté un peu cadre entre art, fashion, dans un je sais plus comment ça s'appelait, où ils avaient montré le travail, mais où ils avaient fait, c'était une exposition, un livre, un projet, la collection, enfin c'était un ensemble de différents médias qui avaient été regroupés. Et là on les avait mandatés, si on veut, de faire un encart pour le livre sur ce projet de Yoff et de sa collection. Donc là, il l'avait remis en scène, lui, avec son travail, etc. Après, on avait mandaté quelqu'un d'écrire un texte sur Sacha Baron Cohen et son personnage de Bruno, qui est ce reporter de mode gay autrichien qui travaille pour la télé. Je ne sais pas si vous connaissez cette figurine, mais qui nous semblait aussi un personnage assez intéressant d'inclure dans toute cette thématique. Puis il y avait bien sûr un texte sur Paris Hilton, avec là une série d'images tirées de l'émission télé Simple Life qui passait à l'époque, où l'idée d'en faire presque où c'est qu'il y a des images potentiellement fashion, où on les voit dans leurs dresses différents, dans les contextes où elles sont... où elles vont faire leurs épisodes. Une série de présentations de bijoux que Bastien Aubry, qui fait aussi partie de Flag, faisait à l'époque. Puis au sein d'un essai encore sur sur toute l'idée du concept, enfin sur toute l'idée du blackface et de ce côté des début du siècle et les liens qu'il y a avec certains personnages du hip-hop maintenant, ce lien entre les deux qui a aussi été entrecoupé par une session image que j'avais fait au sein du texte que Suzanne avait écrit sur ce sujet. Un texte sur 50 Cent. Et après, en fin de livre, on avait encore, parce que beaucoup de textes avaient été à l'origine en allemand, on avait décidé de mettre les traductions, enfin d'avoir le livre principal dans la langue anglaise, puis d'avoir les traductions des textes originaux en allemand en fin du livre. Voilà. Merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions ou d'autres, ou je me ferai un plaisir de répondre. Y a-t-il des questions dans la salle? Non. Moi, j'ai une question à propos des livres d'art. Est-ce que, avec les artistes, est-ce que vous aviez, on vous imposait le format? Et puis savoir, oui, le format, les dimensions. Ça dépend. Dans le cas des livres ici, oui, mais c'est presque, le format des livres, c'est plus ou moins presque donné par le concept,
qu'on avait par rapport au livre, c'est-à-dire que le livre, disons, très simplement, hein, le premier livre que je vous ai présenté se référait presque à un format de BD. Le deuxième livre que je vous ai présenté sur le travail photographique, on voulait en faire presque un peu un ouvrage de référence, si on veut un ouvrage de lecture, c'est-à-dire que là, c'était volontairement de ne pas faire un coffee table book avec ses photographies très grandes qu'elle avait déjà avant, donc c'est devenu plutôt un ouvrage de lecture, donc un format plus petit. Les motivations se font un peu, c'est pas toujours constant. Il y a aussi certains artistes qui viennent et disent je veux un grand livre ou je veux un tout petit livre. Généralement ils veulent des grands livres, mais souvent c'est une décision qui se fait pas au début, mais plutôt qui se donne par le concept en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une autre question? Est-ce que vous entendez pour concept? Est-ce que vous utilisez beaucoup concept c'est vrai, c'est un mot effroyable, hein, mais on l'utilise souvent. La conception du livre, c'est-à-dire que ça devient presque je l'utilise, je pense, pour décrire quelle idée se penche derrière la façon, parce que pour toutes les propositions qu'on fait, si vous voyez aussi un livre par exemple d'artiste, ou un artiste qui a fait plusieurs publications, d'une part le travail qui est présenté se diffère peut-être, mais la manière de le montrer peut être très différente d'un objet à l'autre. Et je pense que j'utilise ce terme plutôt pour décrire que pour moi les choix par rapport à la forme, c'est-à-dire quelle grandeur a un livre, quelle typographie utiliser, est-ce qu'une image elle est présente en noir-blanc ou en couleur, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, la quantité, la fréquence, le rythme, toutes ces choses pour moi peuvent presque se faire uniquement en accord avec ce que le livre veut être, c'est-à-dire son contenu. Et sans ce ping-pong entre les deux, les décisions quant à la forme, pour moi, sont presque pas anodines. Elles ont toutes une raison d'être, mais c'est peut-être pour ça que ce mot revient souvent dans mon travail. C'est que je pense que c'est peut-être une raison pourquoi certaines personnes me mandatent pour un projet, c'est qu'ils sont aussi intéressés à ce que j'intervienne aussi par mon regard qui est peut-être de communiquer un travail, mais c'est aussi de faire partie, si on veut, de qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux montrer ce travail plutôt que celui-là, est-ce que tu penses que c'est vraiment intéressant de montrer toutes les vidéos ou on en montre plutôt 2 au lieu que 3, donc comment on peut décrire le mot concept? C'est un peu un mot bizarre, mais c'est vrai qu'on l'utilise tout de suite assez vite pour peut-être décrire ou pour peut-être différencier peut-être des choix qui seraient de manière opposée uniquement liés à une certaine forme d'esthétique peut-être. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'autres choses? S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous invitons à rejoindre le foyer où il y a un apéritif qui est offert. Et vous pourrez peut-être parler directement avec Aude Lehmann. D'accord, merci. super. Merci beaucoup.